Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être une interview d'un nouvel invité. Ce sera la troisième interview de la chaîne. L'objectif de toutes ces vidéos, c'est d'essayer de vous apporter un maximum d'alpha, un maximum d'informations et un maximum de valeur. En effet, si je fais venir des personnes de l'écosystème qui sont directement impliquées, qui travaillent à différents niveaux, ça vous permet d'avoir différents points de vue, d'avoir des informations que vous n'auriez pas forcément eues. Et surtout, pas mal de ces personnes vont des fois faire des recherches beaucoup plus poussées que la moyenne des gens et donc vous aurez de l'information et du contenu de qualité. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ou à même taguer la personne que vous aimeriez voir sur la chaîne YouTube. Ça permettra peut-être de lui faire un petit coucou pour qu'elle passe sur la chaîne et comme ça vous aurez exactement le contenu souhaité. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais trêve de blabla, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'interview de Crypto Edge. Salut Nicolas, comment vas-tu? Salut Inspecteur Crypto, bah super bien, merci de me recevoir dans cette interview. Ok, bah merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Du coup, tu es le troisième interview de la chaîne. Il y a déjà eu Cam qui était de Chorus One et Artem de DIDX. Donc, je trouve ça sympa de pouvoir avoir des acteurs de l'écosystème qui viennent en parler directement. Je trouve que ça permet d'apporter, on va dire, plus d'informations et plus d'alpha aux personnes, plus de valeur. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, je pense que tu es quand même assez connu sur les réseaux, mais est-ce qu'on pourrait commencer par une petite présentation? Qui es-tu et qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait avant? Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Nicolas, je suis sur les réseaux comme tu as dit, mon nom c'est Crypto Edge, mon pseudo. Je fais du contenu crypto, du contenu trading, donc que ce soit sur YouTube, plus sur TikTok, Instagram, donc format court. Et bah, j'essaie de partager un peu mon expérience. Moi, je suis dans les cryptos depuis 2017. Donc, j'essaie de partager les bons tips, pas trop de données de conseils en investissement quand même, mais voilà, j'essaie de partager du contenu gratos. Et j'ai également une autre chaîne qui s'appelle Blocks, dans laquelle on reçoit des intervenants tous les vendredis soirs, donc des intervenants du monde crypto. Et c'est plus un format podcast, interview que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube et sur TikTok. Voilà. Ok, ok, parfait. Et du coup, comment tu t'es intéressé aux cryptos? Qu'est-ce qui t'a attiré? C'est quelqu'un qui t'en a parlé? Tu as vu ça sur les chaînes d'information? Ouais, Qu'est-ce qui t'a emmené justement à arriver dans l'écosystème? c'est exactement ça. Je l'ai vu à la télé. À l'époque, j'habitais au Canada et c'était en 2017 et c'était pile pendant le bull run, pendant le pic. Donc, ça commençait à être assez mainstream là-bas. Bitcoin à 18 000, Bitcoin à 19 000. Donc, moi, je suis rentré chez moi le soir. J'ai commencé à acheter des cryptos, à perdre aussi beaucoup d'argent parce que du coup, je suis rentré au mauvais moment. Et bah, depuis ce moment-là, j'ai continué à m'intéresser. Et après, en 2021, bah, quand c'est reparti dans tous les sens, je me suis dit, allez, c'est le moment, il faut peut-être que je fasse des vidéos pour faire connaître aux gens et donner un peu les tips que, vu que moi, j'avais beaucoup perdu en 2017, peut-être aider les gens pour qui c'était le premier bull run quoi, en 2021. Ok, ok, oui, je pense que tu as fait un peu comme tout le monde. Tu es arrivé au pic de hype, forcément, là on en parle le plus, c'est là que la plupart des gens arrivent. Et ok, bah justement, ma question d'après, c'est comment t'es arrivé qu'est-ce qui t'a emmené à créer une chaîne YouTube? Du coup, c'était l'envie d'aider les autres et qu'ils fassent pas les mêmes erreurs que toi, vu que en rentrant au pile de bulle, tu as dû forcément pas mal perdre. Bon, C'était. je vais pas dire oui, je suis, comme on dit, philanthrope. J'ai envie d'aider tout le monde et mon prochain. C'est juste que, enfin, moi, je scrollais sur TikTok. C'était le début de TikTok à ce moment-là. Et je voyais des gens qui parlent de crypto. Et moi, je me disais, mais ça, je sais faire, ça, je sais faire, ça, il l'a pas dit correctement. Ça. Donc, c'était plus pas peut-être de l'ego, mais en mode, moi aussi, je peux le faire. Donc, vas-y, je vais le faire et pas, je vais leur faire fermer leur gueule, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Genre, moi, j'avais déjà un bull run dans les pattes et je me suis dit, putain, lui, il raconte pas, c'est pas ouf ce qu'il raconte, donc j'ai envie de raconter plus de trucs, tu vois. Donc, c'est comme ça, par ego, par vanité, je me suis dit, allez, je me lance. Moi aussi, j'ai des trucs à dire, tu vois. C'est plus ça. Ok, ok, ouais, moi c'était plus le côté, je commençais justement à m'y intéresser. Bon, moi je suis arrivé milieu de bull run, donc on va dire que c'était un peu un meilleur moment via un ami. Et après, justement, il y avait ce côté, j'en parlais énormément parce qu'au début, quand tu rentres dans l'écosystème, je trouve que tu as tendance à limite regarder trop de vidéos, à vouloir trop en parler.
et je sentais que ça saoulait toutes les personnes autour de moi. Du coup, je me suis dit, bah, je vais prendre un micro et je vais en parler à des gens, à des inconnus sur Internet. Ça me permettra de parler de ce que j'aime sans saouler tous mes proches qui C'est clair. justement. Il y a des gens, ils ont plein de, plein de knowledge, plein d'expérience. Ils n'osent pas se lancer. Enfin, en tout cas, ils ne le partagent pas aux gens. Donc, tu as bien fait de te lancer aussi. Je pense que ça aide et ça onboard beaucoup de personnes aussi, tu vois. Il y a des gens, ils peuvent critiquer un peu les influenceurs crypto, etc. Mais sans les influenceurs, aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas autant de visibilité. Et je pense que TikTok, Insta et YouTube, ça aide beaucoup à faire rentrer les gens dans l'écosystème, quoi. Ok, ok. Et du coup, en parallèle de YouTube, est-ce que tu as d'autres projets, entreprises ou d'autres Ouais, choses que YouTube? ouais, bien sûr. Bon, je peux pas en parler maintenant, mais moi, en parallèle, je fais du trading aussi. Depuis 2017, ça, j'ai jamais lâché, ça même avant les vidéos. Mais en parallèle, j'essaie de monter des boîtes. Donc là, Blocks, c'est en apparence un podcast, des interviews, mais derrière, on fait aussi du marketing. On fait beaucoup de marketing pour les boîtes, que ce soit de la création de contenu, de l'accompagnement sur les events. On couvre les événements. On peut faire du contenu spécifique pour les boîtes et les conseiller justement pour améliorer leur visibilité sur les réseaux, parce que j'ai une équipe de gens qui savent très bien faire ça. Et j'ai aussi une autre boîte que ça fait 1 an que je suis en train de monter avec des devs, et normalement, je devrais la présenter pendant Chaka Biarritz, qui est un event qui arrive bientôt. Donc ça, je ne vais pas trop leaker, j'en ai même pas parlé sur ma chaîne, personne ne sait ce que c'est, donc ça arrive bientôt. Voilà. Une nouvelle boîte. Du coup, on va passer sur un deuxième sujet, c'est YouTuber. Du coup, est-ce que ce rôle-là te donne des avantages? Que ce soit des préventes, des whitelists. Moi, je sais qu'à mon petit niveau, j'ai déjà pu avoir accès à certaines préventes, des fois à certains packages. Après, des petits trucs pour l'instant, parce que je suis encore un petit YouTuber. Est-ce que toi, en tant que YouTuber, tu as déjà eu accès à des gros avantages, justement? Alors, ouais, je pense que après, chacun le value comme il veut, mais comme tu as dit, il y a des accès à des pre-sales. Donc, tu fais une vidéo et en échange, on te permet de rentrer early dans une crypto, donc ce qu'ils appellent les KOL rounds. Donc, il y a les rounds d'investissement qui sont spécifiques pour les influenceurs. Donc, évidemment, ça permet de faire des assez gros multiplicateurs vu qu'on rentre avant le listing à un prix qui est souvent avantageux. Il y a aussi des invitations aux événements. Ça, c'est ce qui est pour moi un des trucs les plus valuables, parce que sur place, ça te permet de rencontrer beaucoup de personnes. Surtout si tu crées des business, le fait d'être influenceur, les gens, ils te reconnaissent, ils te disent, bon, c'est bon, lui, je peux monter un business avec lui. Ça s'est fait énormément comme ça, souvent. Des gens m'ont suivi, ne serait-ce que pour Blocks ou mon autre boîte, juste parce qu'ils se disent, bon, c'est bon, il est influenceur, je vais le suivre et être associé avec lui sur cette boîte. Donc, je pense que ça apporte et de la notoriété quand tu veux faire du business et monter des boîtes, et comme tu dis, tout ce qui est KOL round, les sponsors, etc. Voilà. Après, je pense pas qu'on ait non plus des insides. Enfin, moi, à mon level, j'ai pas non plus des insides qui me permettent de faire des trades fois 1000 tous les jours. Mais c'est vrai que comme position, on a des petits avantages par rapport aux particuliers, quoi. Ok, ok, super intéressant. Et du coup, pour un YouTuber trading crypto, quels sont principalement tes revenus? Alors, je sais qu'au début, les personnes parlent plus de trading et ont leur revenu via le trading. Et une fois qu'elles ont donné pas mal de contenu, forcément, pas mal de personnes les suivent. Et du coup, on a ce côté affiliation, peut-être influence qui commence à arriver. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que même l'affiliation peut devenir limite plus intéressante que le trading. Et en plus, être que sur du trading, ça peut être compliqué parce que forcément, tu as des factures à payer. Et le trading, il y a des mois où tu peux être très fortement positif et des mois où ça se passe moins bien. Donc là, à ton niveau actuel, on va dire que c'est quoi ta principale source de revenus? Est-ce que c'est plus les affiliations, les avantages que tu as avec ton influence, ou c'est encore le trading qui te permet de dégager le principal de tes revenus? Alors, disons que moi, j'ai fait un bon capital, surtout en 2021, parce que du coup, j'étais préparé par rapport à 2017. Là, je commence à refaire du capital. Là, je parle que en spot. Donc, pas mal d'argent en spot, vu que le marché est bien remonté et que j'ai continué à DCA, etc. Le trading, pour moi, pour l'instant, je le vois plus, c'est mon compte en banque, et j'essaie de pas perdre d'argent. Voilà. Plutôt que d'avoir de l'argent en compte en banque, une somme, de gagner, que ce soit via la DeFi, de faire des rendements via la DeFi ou via le trading, mais plus en swing trading. C'est-à-dire que je vais faire
très peu de trades, beaucoup moins qu'avant. Et pour comparer ça à l'affiliation, moi, j'ai bossé avec une boîte une fois qui était KuCoin. Si je peux partager le chiffre, ça m'a rapporté pas tant que ça m'a rapporté peut-être 5 000 € sur 2 ans. Voilà, donc ce qui est de l'affiliation. Et après, j'essaye de pas trop en faire non plus. J'ai très peu de boîtes, enfin très peu de sponsors sur mon, comment ça s'appelle? Sur mon truc TikTok, c'est écrit attention, je ne vends rien parce que je ne vends pas de formation, je ne vends pas de groupe privé. Une des boîtes que je soutiens énormément aussi et qui me paye, c'est DYDX. Sauf qu'il n'y a pas d'affiliation dessus. Donc, moi, je n'ai pas des sommes crazy à faire des 1 000 € par jour, ou par semaine en affiliation. Je fais très peu d'affiliation. Si je fais une pub, ça va être en one shot ou alors comme DYDX long terme. Mais je n'ai pas goûté au bonheur de l'affiliation, énormément d'argent en affiliation. Voilà. J'ai plutôt évité ce type de rémunération pour l'instant. Donc, je vis grâce à mon capital, je vis grâce à Blox, ça fait de l'argent aussi. Je vis grâce à YouTube, etc. Ça fait de l'argent aussi, mais pas dans des mesures, quoi. Pas des chiffres fous en affiliation, quoi. Ok, on va dire que tu essayes quand même de garder une bonne réputation, à pas chiller tous les projets qu'on pouvait te donner, parce que c'est vrai que même moi, à mon petit niveau, en plein bull run, je peux recevoir 20 mails par jour de projets un peu obscurs qui te proposent des sommes assez folles. Et c'est vrai que je peux comprendre aussi ceux qui craquent là-dessus quand on te propose 5 ou 10 000 pour chiller un projet. Bon, après, tu vois assez vite que c'est une arnaque, mais surtout toi qui veux lancer des boîtes et être vraiment dans l'écosystème, c'est vrai que si tu chilles ces projets, tu peux derrière te ramasser totalement sur tous les autres niveaux, quoi. C'est exactement ça. Moi, ma chaîne, je considère que c'est mon personal branding et qui va me permettre, c'est juste un levier pour moi pour pouvoir monter des business derrière. Et si je salis cette image-là, moi, j'ai envie que n'importe quel investisseur, un codeur, un avocat, etc., il puisse aller sur mon compte et regarder et dire, OK, ce mec, il n'est pas trop shady, il fait pas des pubs à droite à gauche pour tout et n'importe quoi. Et je pense que cette image-là, elle est plus valuable que, comme tu dis, des fois des billets de 5 000 € ou de 10 000 €, quoi, à chiller des projets assez douteux. Ok, bah, super intéressant. Maintenant, on va passer sur une autre partie. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses du crypto FR? Est-ce qu'il est bénéfique à l'écosystème crypto et l'écosystème blockchain dans son ensemble? Ce que j'appelle le crypto FR, c'est tous les influenceurs sur tous les réseaux au niveau justement de l'écosystème blockchain. C'est vrai qu'on a eu pas mal de guéguerres entre youtubeurs qui disaient tu m'as piqué mon idée, etc., etc. On en voit aussi pas mal d'inspiration US, que ce soit sur les médias crypto ou sur pas mal d'influenceurs crypto, pas mal de chillage de projets. Donc, je voulais savoir si pour toi, tu trouves quand même que ça apporte plus de manière générale que ce que ça apporte de mauvais, ou est-ce que c'est quelque chose de plutôt négatif pour l'écosystème? Alors, bon, moi, j'ai la chance de parler anglais, donc je mentirais en te disant que je regarde des influenceurs français. Je trouve que je regarde plutôt des influenceurs, que ce soit indiens ou chinois, japonais ou des Américains directement. Mais je pense que les gens doivent faire cette démarche et d'apprendre l'anglais parce que se restreindre aux Français, il y a du bon à prendre, il y a du mauvais aussi. Mais je pense que c'est pas, comment dire, c'est pas aussi large que ça, ce qu'on raconte en France. Comme tu dis, les gens se piquent les vidéos, c'est souvent les mêmes choses. Donc, c'est pour ça, moi, quand j'ai commencé à créer, je me suis dit, je vais regarder ce qui se fait ailleurs et essayer de rapporter des trucs qui se font pas en France. Donc, simplement les traduire ou en tout cas le mettre à ma sauce. Mais de manière générale, pour moi, les influenceurs, comme on disait tout à l'heure, c'est nécessaire. Et je pense qu'un mec qui a ramené quelqu'un dans l'écosystème et qui lui a appris ce que c'était Bitcoin, bah, ce sera toujours valuable, peu importe la manière dont il l'a fait. Et après, voilà, il y a des dérives, il y a des petites guéguerres, comme tu dis, mais moi, je suis pas trop tout ça. Pour rebondir encore sur le personal branding, tu n'as pas envie de bosser avec un mec qui est en train de s'embrouiller et de faire des dramas à droite à gauche avec des gens. Donc, ça, j'évite. Et il y a un média que je regarde pas assez souvent, c'est Twitter. Tout le monde me dit que c'est l'Eldorado pour les cryptos. Il y a énormément d'inside ou en tout cas de bons contenus. Et j'avoue que ça, je m'y suis pas du tout mis. Voilà, les gens, ils disent comment tu fais de la crypto sans être sur Twitter. Bah, je regarde du YouTube américain ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, je suis plus comme toi. Moi aussi, je préfère YouTube, des vidéos que je préfère écouter. C'est vrai que Twitter, en plus, tu as énormément de bruit, énormément de guéguerres. Tu as beaucoup de positifs, mais beaucoup de négatifs. Et je suis aussi d'accord avec toi. Je trouve que les influenceurs apportent quand même plus. Après, forcément, tu en as une minorité qui font n'importe quoi, mais je trouve que d'un point de vue général, il y a quand même plus de positifs que de négatifs. Ouais, je suis d'accord.
Ok, maintenant un autre petit sujet, du coup, je voulais ton avis sur le marché crypto actuel. Après, pas de boule de cristal, pas de Madame Irma, mais Ouais. selon toi, on en est où? Est-ce que le bull market a déjà commencé? Bon, moi, je suppose que oui, vu qu'on a déjà fait un nouvel ATH. Là, on est dans une consolidation depuis plusieurs mois, depuis justement, on est en train de travailler l'ATH. Donc, pour toi, est-ce que cette consolidation va durer? Est-ce que tu penses qu'on peut aller beaucoup plus haut? Il y en a même qui disent que déjà, on a atteint le pic de bulle, ce qui est pas mon avis personnel. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu penses du marché actuel? Je pense que le marché actuel, il est énormément bousculé de par les news en ce moment. Au niveau fondamental, moi, je suis assez nul sur le fondamental, c'est-à-dire tout ce qui est la géopo, les interest rates, etc. C'est pas quelque chose que je regarde. Moi, je me suis plutôt focus analyse technique. Voilà, j'aime bien dire ça tout le temps. Bon, voilà, dans le trading, tu as les fondamentales et tu as les analystes techniques. Moi, je suis très sur ça. Voilà. Donc, mais on se rend compte quand même que en ce moment, les news font traîner le Bitcoin. J'ai pas, comme tu dis, de boule de cristal. J'ai pas l'impression qu'on ait atteint le top. Donc là, je te parle que sur le côté graphique. J'ai plus l'impression que la consolidation qu'on est en train de faire, elle est bullish. Voilà, si on regarde, bon, je peux pas sortir le chart, mais si on regarde, elle est plutôt bullish selon moi. On se redirigerait plutôt vers au-delà des 70 000. Est-ce qu'elle va durer longtemps? Ça, j'en sais rien. Je pense qu'en fait, le graphique te donne des informations et après, on attend les news derrière pour pouvoir déclencher un mouvement vers la hausse ou vers le bas. Donc, pour l'instant, ça m'a l'air plutôt bullish. C'était quoi le reste de la question? Est-ce que ça va durer longtemps? Ça, j'en ai aucune conviction. Est-ce qu'on va aller plus haut? J'aurais tendance à dire oui. Et après, c'était quoi? Ok, bon, bah, je pense que tu as bien répondu. Et aussi, toi qui fais pas mal d'analyses techniques, est-ce que tu regardes aussi tout ce qui est Bitcoin dominance pour peut-être voir quand une alt season va arriver? Parce que je pense qu'en tant que trader, la principale chose que tu cherches, c'est de la volatilité pour pouvoir justement faire des gains dessus. Parce que forcément, si on est à plat, c'est compliqué de prendre des positions. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu suis? Est-ce que pour toi, il y a une alt season qui va arriver? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de narratifs qui disent ça va être principalement Bitcoin et les plus grosses crypto-monnaies qui vont fonctionner et il n'y aura pas de vraie alt season. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, il n'y aura pas de vraie alt season pour l'instant. Il y a déjà eu pas mal de cryptos qui ont fait des jolis moves. Je pense que ça va se répéter encore une fois. Alors, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Il y a des gens qui disent oui, il n'y aura plus d'alt season, etc. La BTCD, vous pouvez la surveiller. Vous pouvez surveiller la Total 3 aussi, qui est le total market cap sans Bitcoin et sans ETH. Et pour l'instant, bah, les graphiques sont plutôt bullish sur ce niveau-là. On arrive à suivre la BTCD assez facilement, à suivre comment s'appelle, les débuts d'alt season, ou en tout cas quand Bitcoin retrace et que les altcoins prennent de la place derrière. Pour moi, ça va continuer à se répéter. C'est une bonne idée d'aller regarder ces charts-là. Si vous n'avez pas envie de regarder les charts, il y a aussi un indicateur, c'est le Alt Season Index, qui est dispo sur Internet et qui vous donne… comment ça marche déjà? C'est que lorsque 75% des cryptos outperforment Bitcoin, on commence à rentrer en alt season. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il est codé. Je trouve que c'est une bonne métrique, c'est quelque chose à regarder. Après, en trading, on dit beaucoup un chart est un chart. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont essayer d'aller regarder, pour trader le Bitcoin, ils vont regarder le dollar, ils vont regarder ce qui se passe à côté. Ou on va regarder Ethereum pour aller essayer de trader quelque chose d'autre. Moi, je suis plutôt dans la vision un chart est un chart. Donc, c'est pas parce que la alt season commence sur un autre chart que votre Link ou votre Solana il va péter. C'est pas parce que BTC il descend que tout le marché va descendre. Il y a des corrélations, mais en fait, tu te rends compte que ces corrélations, elles ne marchent pas toujours. Donc, vaut mieux rester dans la vision un chart est un chart. Et si Solana, il doit péter tout seul dans un coin alors que la dominance ne te le donne pas, le BTC ne te le donne pas, bah, ça peut arriver. Donc, c'est bien d'avoir une visu sur ça, mais ce n'est pas 100% vrai. Et au contraire, il y a plein de petites anomalies et plein de petites exceptions là-dedans. Donc, si vous voulez acheter du Link et que vous attendez la alt season, bah, regardez le chart du Link parce qu'il ne va pas forcément démarrer ou être corrélé à ces métriques-là de alt season, voilà, selon moi. C'est comme ça que Ok, je fais. ok, très intéressant. C'est vrai que moi, j'ai tendance quand même à regarder Bitcoin, qui est un peu le catalyseur, on va dire, pour savoir si on part dans un fort mouvement haussier ou fort mouvement baissier. Mais
C'est vrai que tu es l'une des premières personnes qui me dit ça, vraiment. Donc, après, j'ai pas énormément parlé avec des traders. Moi, je suis plus investisseur long terme. Ça m'est arrivé de faire quelques moves, surtout en bull run, quand il y a énormément de volatilité. On va dire que c'est un petit peu plus facile plutôt que dans une consolidation comme ça. Et justement, toi, dans une consolidation, tu arrives quand même à trader et à sortir des gains. C'est vrai que plus c'est calme. Bon, après, là, c'est quand même une consolidation où c'est très calme et d'un coup, ça bouge beaucoup. Donc, est-ce que tu arrives à t'en sortir on va dire, dans ces derniers mois qui sont peut-être un petit peu compliqués à trader? Bah, c'est une consolidation qui est quand même assez large, tu vois, quand tu la regardes, elle est en weekly ou en daily. Donc, rien que les mouvements à l'intérieur, Bitcoin a fait moins 20%, je crois, il y a quelques jours. Ça, c'est des mouvements que vous pouvez trader. Donc, évidemment, il ne faut pas trader au milieu. D'accord? Quand vous repérez un range, il faut essayer de se placer en haut pour le short, en bas pour le long. Ça paraît basique comme ça, mais il y a des gens qui ne le font pas. Donc, tout ce qui se passe au milieu, c'est sûr que c'est impossible, difficile à trader. Mais dès qu'on atteint, par exemple, là, en ce moment, on a atteint le bas du range, bah, c'est très simple. En tout cas, c'est très conseillé d'aller chercher des longues, d'aller trouver des positions, quoi. En fait, dès qu'on est en haut du range, on cherche des shorts. Dès qu'on est en bas, on cherche des longues. Après, quelle est, vous, votre stratégie? Ça dépend de tes auditeurs, comment ils entendent trader. Mais non, il y a des opportunités tous les jours, hein, ça, c'est sûr. Ok, une question un peu plus large. Bon, je sais que tu m'as dit que tu n'étais pas trop macro, mais qu'est-ce que tu penses de l'influence des élections américaines sur l'écosystème blockchain? C'est vrai qu'on voit que Trump est plutôt pro-crypto et que Kamala Harris, de son côté, bah, de base, n'était pas très pro-crypto, mais vu qu'ils ont vu qu'il y a à peu près, je crois, 20-25% des Américains qui détenaient de la crypto, ils commencent à justement à mettre un programme pro-crypto pour essayer d'attirer justement ces électeurs. Est-ce que tu penses que du coup, ça va être plutôt bénéfique, même si toi, je sais que tu es plus technique que fondamental? Quel est ton avis là-dessus? Je pense que le catalyseur, il est assez fort quand même, de tout ce qui se passe, toutes les news qu'il y a sur Trump et sur l'économie américaine. Après, bon, on en parlait d'ailleurs sur notre émission vendredi dernier, c'est vrai qu'il y a un miroir grossissant dans le sens où nous, on est dans les cryptos. Et nous, on lit Journal du Coin, on lit Cryptost, etc. Donc, on a l'impression que ça prend une place démesurée et immense dans la politique américaine. Je ne crois pas que ça prenne autant de place. Ça prend pas mal de place, d'accord, mais ce n'est pas non plus le sujet phare. Nous, on a l'impression que c'est un truc de fou parce qu'on est dedans. Mais of course, bien sûr, ça aura une influence. Est-ce que ça va avoir une influence extraordinaire? Comme je t'ai dit, moi, je regarde plutôt le chart et il y a une phrase qu'on dit tout le temps, c'est « Give me the chart and I will read you the news ». C'est-à-dire qu'une fois que la news allait tomber, le marché avait déjà anticipé et c'était déjà visible sur le graphique. Donc, moi, je préfère regarder le graphique. Je ne regarde pas trop les news, je regarde de loin. Mais d'un point de vue général, bien sûr que ça aura une influence positive. Mais il y a un miroir grossissant aussi. Faire attention. Ok, donc par exemple, toi, est-ce que tu as tradé tout ce que là que tu me dis que tu es plus à acheter au moment où on parle de la nouvelle et quand ça arrive à vendre? Est-ce que du coup, tu as essayé aussi de trader la nouvelle des ETF spot sur Bitcoin et Ethereum qui pouvait être justement un catalyseur positif? Ou est-ce que tu t'es dit bah, justement, tu es peut-être déjà pricé, donc tu n'y as pas touché? Je me suis fait ramasser d'ailleurs pendant les ETF spots. J'ai eu une mauvaise analyse et c'est vrai que j'étais plus en short à ce moment-là. Les gens ils vont dire attends, pourquoi tu es en short? Et parce que j'avais vu un truc et c'est la fake news de Cointelegraph qui m'a niqué. Je me suis fait sortir à ce moment-là quand il y a eu la fake news. Mais non, je l'avais pas vu venir ça. La fake news, je l'avais pas vu venir ce moment-là. Et, et là, comment ça s'appelle? Sur le dernier crash, il y a eu du short et sur le rebond, là, j'ai essayé de prendre des longues aussi. Ouais. Ok, maintenant on va passer un peu plus crypto pur. Du coup, je voulais savoir, selon toi, quels étaient les écosystèmes à surveiller? C'est vrai que pour l'instant, on parle beaucoup d'Ethereum, mais qui est plutôt en sous-performance avec un écosystème assez gros et qui est quand même le plus gros écosystème. Est-ce que selon toi, il reste intéressant? On a aussi vu Atom Cosmos qui a quand même attiré beaucoup de projets, mais avec un jeton en sous-performance. On a par exemple eu Injective, Celestia, Axelar. Ou alors, est-ce que tu vas plus aller là où il y a de l'attraction? Par exemple, on a vu Solana qui a attiré énormément de liquidités avec la folle remontée son jeton, les airdrops, tous les mêmes coins.
ou encore même Toncoin, qui est la crypto-monnaie de Telegram, qui justement est plutôt résiliente et qui, on va dire, absorbe bien les baisses et augmente bien quand ça monte, et qui en plus est pas mal à la hype avec tout ce qui est Tap to Earn, Hamster Combat et tout ça dont on a entendu parler. Donc voilà, selon toi, quels sont les écosystèmes à surveiller, et peut-être d'un point de vue plus trader qu'investisseur, vu que tu vas pas forcément chercher les mêmes choses quand tu es l'un ou l'autre. C'est vrai qu'investisseur, tu vas peut-être plus regarder les fondamentaux et le long terme, alors toi, peut-être que trader, tu vas plus seulement aller là où il y a de la traction et de la volatilité pour pouvoir la trader. Alors moi, je pense que tu l'as dit, hein, tu as dit le mot le plus important, c'est hype. Moi, j'ai un background de dev. Avant d'être dans la crypto, j'étais dev. Et j'ai fait l'erreur beaucoup de fois de mettre la tech en avant et de dire ça, c'est un projet, techniquement, il est super. On peut parler de Avax ou tu as parlé d'Atom, etc. Tiens, techniquement, ça make sense. Ça, techniquement, c'est bien fait, ça va servir, etc. Et au final, ça n'a jamais payé parce que c'est toujours les projets avec la hype, la plus grosse hype, même si techniquement, ce n'était pas incroyable, qui ont performé. Donc, tu as cité Solana, tu as cité Ton, etc. C'est des projets que j'aime pas. Enfin, Solana, j'aime pas techniquement derrière. Et pourtant, c'est ce qui performe le plus. Donc, c'est ça qui est dommage dans la crypto, c'est que c'est pas forcément le truc le plus propre et le plus performant qui va performer. C'est ce qui va être mis en avant. C'est ce qui va être mainstream. C'est là où il va y avoir de la hype. Donc, Solana, je suis d'accord qu'il y a énormément de hype en ce moment. Ton, il y a eu Base aussi, il y a une petite hype sur Base. Base, c'est intéressant parce que quand même, ils essayent d'onboarder beaucoup de retail avec souvent des innovations, que ce soit au niveau du wallet, etc. Donc, Base à surveiller. Solana, Ton. Et après, est-ce qu'il y a autre chose en ce moment qui hype? Alors, c'est marrant parce qu'on voit les boîtes, par exemple, comme Avax, qui est un très bon produit, et ils disent, bon, ça hype à cause des meme coins. Donc, ils ont voulu débloquer, je crois que c'était 25 ou 30 millions à investir dans les meme coins, et ça n'a pas pris. Donc, en fait, il ne faut pas que la hype, elle soit forcée. C'est Twitter, c'est là que part beaucoup de trucs aussi. Mais la hype, ouais, malheureusement. Ok, et du coup, toi, tu as essayé un peu de trader les mêmes coins. Moi, j'avoue que je m'y risque pas trop parce que c'est très risqué, et j'ai l'impression que quand tu n'es pas insider et que tu n'as pas l'information dès le début, tu fais partie des 95% qui se fait ramasser. Mais c'est vrai que d'un point de vue trading, vu la volatilité qu'il y a dessus, peut-être que tu es allé dessus et tu as pu en profiter. Alors là, pas du tout. Moi, je l'ai fait surtout en 2021 quand c'était BNB, où il y avait beaucoup de meme coins sur la Binance Smart Chain. Et au final, quand tu fais un constat, alors j'ai passé quasiment toute l'année à trader, en tout cas à investir dans ces meme coins. Et quand tu fais un constat, tu te dis, ouais, les 500 € que j'ai perdus là, les 200 € que j'ai perdus ici, les 400 € que j'ai perdus là, en fait, si je les aurais mis dans du Link ou directement dans le BNB ou dans du Bitcoin ou de l'Ethereum, bah, sur le long terme, c'était beaucoup plus profitable. Donc, je ne suis pas allé dedans. Je ne suis pas à la recherche de x10, de x1000 sur ce bull run-là. Donc, tout ce qui est les meme coins sur Solana, je n'ai pas du tout touché. Je n'ai même pas de Phantom Wallet. Voilà. Pour te dire, Solana, j'y vais jamais. J'utilise pas. Ok, ouais, moi personnellement, je l'utilise pas non plus. Bon, on va repasser sur un peu ta spécialité, donc le trading. Donc déjà, comment tu définis le trading? J'ai l'impression que c'est un peu un mot fourre-tout pour beaucoup de personnes. Du coup, toi, c'est quoi ta définition du trading? Alors, le trading, c'est le fait d'acheter et de vendre. Donc, est-ce qu'on considère les gens qui font du spot aussi comme des traders? Je pense que le terme, ce qu'on entend sur les réseaux, pour moi, un trader, c'est un mec qui déjà analyse les charts ou le fondamental et qui fait plus du perpétuel. D'accord? Donc, pas du spot, mais plutôt des leviers, des contrats, des longs, des shorts. Ça, pour moi, ce serait un trader. Et les personnes qui font du spot, donc qui achètent des bitcoins et qui s'endorment et qui les revendent dans 5 ans, ça, c'est plus le profil investisseur. Donc, pour être trader, pour moi, c'est quelqu'un qui maîtrise tout ce qui est contrat perpétuel futur et qui en fait, pas tous les jours, mais voilà, de manière récurrente toutes les semaines. Ce serait plus ça le trader. Ok, et du coup, soit c'est quoi ta méthode? Bon, sans rentrer dans les détails, mais en gros, est-ce que tu utilises certains indicateurs plus que d'autres? Et est-ce que tu es sur tous les time frames et tu te dis, ou alors tu es vraiment que sur du très court terme? Pour les leviers, on va dire, tu vas jusqu'à fois combien? Parce que c'est vrai que moi, je vois pas mal d'influenceurs qui disent qu'ils font du x50.
Mais ça me paraît totalement dingue parce que sur la crypto, une volatilité de 2% qui te sort de ton trade, ça arrive tout le temps. Donc, ça me paraît assez fou d'utiliser ça. Et du coup, est-ce que tu utilises que et seulement de l'analyse technique ou est-ce que tu rajoutes un peu de fondamental pour justement prendre tes trades? Même si j'ai cru comprendre que c'était seulement la charte et rien d'autre. Ouais, moi, je fais absolument pas de fondamental. Donc, même s'il y a des news qui planent au-dessus d'une crypto, mais que graphiquement, elle me plaît, bah, je vais la prendre quand même. En termes d'indicateurs, bah, en fait, plus tu avances dans le trading, plus tu enlèves des indicateurs petit à petit parce que tu sais ce qui marche, tu sais ce qui ne marche pas. Il y a par exemple le RSI, ça, je l'ai toujours sur moi parce que ça me permet ça rentre dans ma stratégie. Des moyennes mobiles, de temps en temps, je les ai, de temps en temps, je les ai pas, ça c'est pareil. Mais moi, ce que je traite surtout, c'est les patterns. Donc, c'est quelque chose que les gens aiment pas beaucoup parce que c'est quelque chose d'assez vieux. Moi, quand j'ai commencé à apprendre le trading, bah, j'ai pris des vieux bouquins, justement. Donc, c'est ce qui ressortait le plus. Aujourd'hui, il y a des nouvelles stratégies, les ICT, SMC, etc. J'ai regardé, c'est pertinent. Mais moi, ma stratégie, elle est plus Head and Shoulders, Bullish Flag, etc. Et avec le temps, donc déjà, tu enlèves un peu des indicateurs et pour avoir parlé avec beaucoup de traders, tu dézoomes avec le temps aussi. Parce que quand tu arrives dans le marché au début, quand tu es trader, tu as envie de faire du gain rapidement, tu as envie de t'exciter, d'avoir beaucoup de volatilité. Donc, tu vas peut-être commencer par le scalping parce que tu te dis, ouais, j'ai fait 100 € en quelques secondes, etc. Après, tu te rends compte que ce n'est pas trop fiable ou en tout cas, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement d'être tout le temps sur le graphique. Puis tu dézoomes et tu fais du day trading. Donc, tu commences à prendre des positions qui durent plusieurs heures. Et moi, j'en suis au point où je fais du swing trading. Donc, je prends des positions qui durent plusieurs semaines. Et surtout sur les patterns, mais dans le trading de manière générale, plus, on va dire, plus ton indicateur il est gros, plus ton pattern il est gros, enfin en tout cas il est dézoomé, plus il va avoir de chances de se réaliser. Quand tu vois un RSI en 5 minutes ou un RSI en weekly, il n'a pas la même incidence, il n'a pas le même impact sur le marché. Donc moi, vu que je commence à faire beaucoup de business aussi à côté d'autres boîtes, le swing, c'est ce qui me convient le mieux en termes de temps. C'est ce qui me convient le mieux en termes par rapport à ma stratégie. Donc, je suis passé au swing trading. Et il y a beaucoup de traders qui passent au swing trading aussi au fur et à mesure du temps. Donc, je ne dis pas que c'est le goal final. Peut-être que dans un mois, dans un an, je serai reparti sur autre chose. Mais là, c'est ce que je préfère en ce moment. Donc, regardez les time frames, ça va être surtout du daily. Surtout du daily. Et après, quand je vais vouloir rentrer, ce sera sur du 1 heure max pour trouver mes bons points d'entrée. Et voilà. Ok, donc tu essayes de mettre les stats de ton côté et tu es patient en attendant justement la pattern qui correspond à ta stratégie. Ouais, Ok. exact. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des bots de trading? Alors, vu que tu m'as dit que tu étais développeur, je me suis dit que tu avais peut-être essayé, vu que tu peux avoir envie de coder peut-être justement ta stratégie. Est-ce que pour toi, c'est un peu une méthode magique ou est-ce que c'est compliqué? J'ai l'impression que ça marche énormément en bull market et que c'est souvent en bear market que tous tes gains sont effacés. Donc voilà. Et déjà, est-ce que tu as essayé et sinon, au moins, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bien sûr. Je pense que une grosse partie de mon audience sur YouTube et sur TikTok, ils étaient venus pour ça à la base parce que je leur apprenais à coder sur TradingView. Il y a un langage qui s'appelle le PineScript et qui vous permet de créer des stratégies, de créer des indicateurs, mêler des indicateurs entre eux pour créer des nouvelles stratégies. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, mais depuis 2017, j'ai toujours codé et rêvé de faire le bot ultime qui va me permettre de dormir la nuit et qui va trader tout seul. Alors malheureusement, quand tu le testes en réel, tu te rends compte que, comme tu le dis, ça marche très bien pendant le bull run. Ça marche très bien pendant le bear market. Par contre, la phase entre les deux, ça marche beaucoup moins bien. Donc, en fait, comme un humain, c'est exactement comme un humain. Il va voir le marché quand ça va to the moon, tout le monde est d'accord. Quand ça descend, tout le monde est d'accord. Et quand c'est entre les deux, ben, personne ne sait vraiment si on est toujours en bull ou en bear. Et c'est les moments où justement, ben, le robot, il ne sait pas trop non plus et il perd les profits que tu avais réalisés. Après, il y a il ne faut pas se tromper. Il y a les robots, entre guillemets, les algorithmes qui sont utilisés par les banques. Donc ça va être du trading haute fréquence. Donc ça, nous, on n'est pas du tout sur ça. Tous les bots que tu vois sur Telegram ou sur YouTube et tout, c'est pas du tout ça. Ça va être simplement automatiser une stratégie. Donc quelqu'un qui a une stratégie propre et qui sait qu'il rachète lorsque le prix passe en dessous d'une moyenne mobile de 100, il vend.
bah ça, ça prend 2 secondes à automatiser pour que ça déclenche les ordres tout seul sur l'exchange. Si en plus tu dis, ouais, une fois qu'elle est descendue en dessous de 200, mais aussi je veux que le RSI il soit à telle position, je veux que le volume il soit à telle position, tu peux rajouter des indicateurs l'un après les autres. Et une fois que toutes les conditions sont meet, eh bien, il vient passer l'ordre. Donc ça, c'est très facilement faisable. Moi, je m'en sers parce que ça m'aide à gagner du temps. Voilà, des fois, j'ai des stratégies qui peuvent être facilement automatisables. Donc, j'ai des bots qui tournent. Et plus récemment, j'ai fait un autre type de bot. Donc, ça, c'est pas encore sorti. On parlait de la hype tout à l'heure. Donc, c'est un bot qui regarde ni le fondamental, ni l'analyse technique, ni le graphique. Et il va simplement scraper sur Twitter. Et dès qu'il y a des cryptos qui sont mentionnés de manière agressive, il va venir me mettre une notification, il va prendre des positions. Donc, c'est beaucoup sur les meme coins. Donc, je les set up pour qu'ils prennent des cryptos en dessous de 100 millions de market cap. Et ouais, il vient scraper Twitter. Si la crypto, elle est beaucoup mentionnée, beaucoup repartagée, et surtout si elle est mentionnée et repartagée par des gros comptes. Voilà. Si c'est 100 personnes avec 2 abonnés qui le font ou un mec avec 1 million d'abonnés, ça ne va pas avoir le même impact. Donc, je me suis codé un petit social bot comme ça. Et début de bull run, il a super bien marché. En ce moment, pendant la baisse de la consolidation, il est en train de perdre de l'argent, mais il n'a pas perdu tout ce que j'avais gagné. Donc, c'est le nouveau truc, c'est mon nouveau hobby. Le nouveau truc que je suis en train de coder en ce moment, c'est ça. Donc, j'essaie de l'améliorer et pour l'instant, c'est pas trop déconnant. C'est pas trop déconnant dans le sens où ces cryptos-là, elles te ramènent des gains qui sont des fois 2, des fois 3 dans la journée, tu vois, quand c'est en dessous de 100 millions de market cap. Donc, pour l'instant, comment on pourrait dire, le risque en vaut la chandelle. Enfin, l'argent que tu mets dedans, vu qu'il y a des gros gains, ça balance un peu les pertes. Donc, c'est pas mal. Mais ouais, j'aime bien coder les bots. J'aime bien cet univers-là aussi, ouais. Ok, donc si j'ai bien compris, on va dire que ça marche plus sur des stratégies assez simples et qu'il ne faut pas mettre 1 million de paramètres parce que forcément, au bout d'un moment, il risque de lui-même s'embrouiller et aussi savoir le couper quand, par exemple, on est dans des périodes un peu plus calmes. En fait, si tu mets trop de paramètres, tu vas faire ce qu'on appelle, tu vas l'overfit. C'est-à-dire que tu vas trop comment on pourrait dire? Plus tu mets de paramètres, plus il va fonctionner, mais à un instant T. Et il ne fonctionnera pas dans une semaine, il ne fonctionnera pas dans un mois. Alors que plus tu restes large sur tes paramètres d'entrée et de sortie, plus il va fonctionner dans le temps. Il y a une interview de Mathias qui bosse chez Trade Republic, qui est sur Underscore, là, la chaîne de… Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est qui déjà Underscore? Bref. Je t'avoue que Micode. Voilà. Il y a une interview de Mathias donc, qui bosse chez Trade Republic et il dit la même chose. Il dit les bots, ça fonctionne, mais à un instant T. Et peut-être que dans un an, il ne fonctionnera plus. Donc, au final, il faut toujours un trader derrière qui vérifie. Et d'ailleurs, pour le peu de documentaires et de vidéos que j'ai vus sur Wall Street, JP Morgan, etc., il y a toujours un trader quand même derrière le bot. Parce que si on avait une formule magique et un bot qui rapporte des sous sur 10 ans, ça se saurait, quoi. Donc, ça fonctionne à un instant T. Voilà. Ok, ouais, donc il faut toujours on va dire le feeling et l'expérience du trader derrière pour venir, rectifier la chose, quoi. Ok. Très intéressant. Du coup, maintenant, on va passer plus sur ton côté investisseur, à savoir quel est ton profil d'investisseur, c'est-à-dire est-ce que tu es quelqu'un plutôt risqué ou non? Déjà, est-ce que tu fais de l'investissement, on va dire, un peu plus long terme ou est-ce que tu es principalement et seulement sur du trading? Et est-ce que tu es diversifié ou pas dans le sens où est-ce que tu es quasiment qu'en crypto ou est-ce que tu vas un peu ailleurs en mettant peut-être un peu d'immobilier, un peu de bourse voilà. Ok. Risqué, je dirais non. Je pense que le risque, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, plus tu évolues, plus tu prends des positions de moins en moins risquées ou en tout cas moins de risques parce que bah, tu t'aperçois, comme je l'ai dit, au bout d'un moment, tu fais la balance et tu te dis, bon, les meme coins, c'était bien, mais j'aurais mieux fait de mettre cet argent ailleurs. Donc, je pense que l'expérience de ces bull runs, ça m'a appris à justement être beaucoup moins risqué, ce qui ne plaît pas forcément sur les réseaux. Parce que quand tu dis à un mec d'acheter du Link, d'acheter du H-bar ou des trucs comme ça, il se dit, ouais, bon, c'est déjà surcapitalisé, il est où le x10, il est où le x100? Mais bon, moi, je suis beaucoup moins risqué en ce moment. Alors, je diversifie pas du tout. Voilà, j'ai pas d'action, j'ai pas d'immobilier parce que je connais rien.
Les actions, ça m'intéresse pas plus que ça. Je pense que j'ai comment ça s'appelle? J'ai un knowledge pour l'instant, c'est celui de la crypto. Et donc, pourquoi aller mettre l'argent ailleurs? Je me suis pas diversifié sur ce niveau-là. Par contre, il y a beaucoup d'investissements qui partent dans des boîtes, comme je t'ai dit. J'essaie de monter d'autres boîtes à côté. Donc, je préfère en tout cas dépenser mon argent et l'investir dans les boîtes que je monte plutôt que d'aller le mettre ailleurs en ce moment. C'est ça mon truc en ce moment. Et la dernière question. Bon, c'était savoir si c'était diversifié ou pas, donc tu t'y as répondu. Ouais, Pas du du coup, tout. tu gardes ton edge, t'as ton avantage par rapport à la plupart des personnes pour investir et tu te dis pas, il faut absolument que je me diversifie. Moi, je pense que c'est une bonne chose aussi Exactement. d'investir là où tu as justement où tu as les connaissances et le petit truc en plus qui te permettent de super performer. Ça ne veut pas dire que l'immobilier, c'est de la merde. Mais si je vois le temps que ça m'a pris à maîtriser les cryptos et les erreurs et l'argent que ça m'a coûté, si aujourd'hui je me lance dans l'immobilier, bah, je vais faire des erreurs, ça va me coûter de l'argent, ça va me prendre du temps. Donc, comme tu dis, on a un edge sur un domaine, autant qu'à rester dedans, quoi. Ok, et du coup, tu m'as parlé pas mal de narratifs et de hype. Pour toi, quels vont être les narratifs qui vont être à privilégier dans un portefeuille au niveau du pic de hype qui va arriver? C'est vrai que sur le précédent bull run, on a eu pas mal de tout ce qui était NFT, Metaverse. Là, on a une première vague avec pas mal d'intelligence artificielle, de Dépine et aussi du real world asset. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes, justement, cette hype d'un point de vue investisseur, là, plus que d'un point de vue trader? Et pour toi, lesquels tu mettrais principalement dans un portefeuille? Alors, pour moi, je suis un peu, depuis le début de ce bull run, en guerre contre l'IA, justement. Tu l'as dit, ça a fait beaucoup parler, il y a eu beaucoup de hype, mais ça ressemble énormément au métaverse et au NFT de 2021. Et c'est là où je vois, où je me dis, je vais pas encore me faire niquer. Je me suis fait niquer sur le métaverse et sur les NFT. Donc, c'est tentant d'y aller, mais pour l'instant, à chaque fois qu'on me pose la question sur l'IA, je suis pas du tout bullish. J'ai du mal à voir l'intérêt réel. J'ai l'impression que c'est comme le métaverse, c'est-à-dire que bon, on met métaverse dans le deck, ça aide à lever des fonds, mais derrière, il n'y a pas vraiment de user, il n'y a pas vraiment d'utilité. Sur l'IA, j'ai pas encore trouvé de projet où je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment pertinent et on va s'en servir dans le monde réel. Je suis désolé, un render, un cache network, moi je préfère utiliser Google Cloud, qui est beaucoup moins cher, qui va être beaucoup plus rapide. Et le seul aujourd'hui narratif, ou en tout cas le seul avantage de monter, par exemple, cette histoire de GPU décentralisé, c'est que c'est décentralisé. Après, qui en a quelque chose à faire que ce soit décentralisé? Est-ce que Google, ils en ont quelque chose à faire? Est-ce que Facebook vont dire, bon, ben, nous, on va utiliser Akash Network parce que c'est décentralisé, ils s'en foutent. En fait, les grosses boîtes s'en foutent que ce soit décentralisé. Eux, ils vont plutôt aller vers et la performance. Donc, il faut que ce soit scalable, ce qui est un peu moins facile sur la blockchain. Il faut que ce soit rapide. Il faut que ce soit pas cher. Donc, pour l'instant, j'ai pas vu de projet qui m'intéresse énormément sur l'IA. J'ai l'impression qu'on est dans une trap, dans un piège comme en 2021. Je trouve que le RWA, pour le coup, est beaucoup plus intéressant. Et même si on regarde, depuis que Bitcoin a commencé à consolider au mois de mars, tous les projets IA sont en train de prendre des moins 60, des moins 70% dans la gueule, alors que les projets RWA sont beaucoup plus solides, sont beaucoup plus résilients. Après, ils ont peut-être moins pumpé, ils ont peut-être pas pumpé aussi fortement. Mais en tout cas, on parlait déjà un petit peu d'RWA en 2021 sans que ce soit une hype. On a commencé à avoir des premières applications. Moi, aujourd'hui, quand je suis dans les événements, je vois beaucoup de gens qui en font, que ce soit dans le vin, dans l'immobilier, etc. Et pour moi, c'est ce qui fait sens beaucoup plus que l'IA. Ça fait beaucoup plus sens que l'IA. La Deepine ou Dépine, je t'avoue que je n'ai pas creusé plus que ça. J'ai l'impression que, bon, ça c'est pareil, les gens ont mis Deepine pour faire monter les enchères sur les levées de fonds. Mais je trouve que le RWA est un des plus solides cette année, beaucoup plus que l'IA. Je pense que la DeFi, ça a toujours été solide. Sur tous les bull runs, la DeFi a performé et elle continuera à performer. Donc, il faut rester informé sur la DeFi. Et non, je ne connais pas toi ton avis sur l'IA, mais moi, j'aime pas trop, quoi. Alors moi, l'IA, on va dire que j'en ai un peu, mais c'est une petite partie de mon portefeuille. Comme toi, j'ai trouvé que la plupart des projets,
ils n'avaient pas de réelle utilité, de réels fondamentaux. C'est pas mal de. Même les jetons n'ont pas forcément d'utilité. On va dire que c'est pour de la gouvernance, mais où tu n'as pas grand-chose à faire. Mais j'en ai quand même une petite partie de mon portefeuille où j'en ai pas mal racheté justement sur les baisses qu'il y a eu pour essayer de jouer la hype, même si on va dire, j'ai à peu près 80% de mon portefeuille qui est sur du solide, du fondamental, ou aussi je voyais que les points d'entrée étaient pas mal par rapport à un peu d'analyse technique. Et après, on va dire, j'ai un peu 20% qui essayent de trouver de la performance un peu sur les hypes. Mais je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Hein. Moi, je suis plus d'accord justement là-dessus. Et au niveau des RWA, même moi, je trouve que un des projets dont on ne parle pas et qui est dedans, pour moi, c'est Link, justement, dont tu as parlé, qui peut aussi profiter de ça, qui a des bons fondamentaux, qui a une grosse équipe, qui a plein de produits. Donc, non, je suis plutôt d'accord avec toi aussi C'est sur pas ça. pour rien que ça doit faire 10 fois que j'ai dit Link depuis le début de l'émission. Je pense que c'est un de mes plus gros bags. Mais après, ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas aller chasser de la performance sur l'IA. Moi, j'avais fait une vidéo où je critiquais un petit peu, c'était 0x0 et pas les AI, tous ces trucs-là. Derrière, ça a fait de la performance quand même, mais ça a fait de la performance pendant 3 semaines. Et après, c'est tombé. Donc, il faut être comme sur tout ce qui était Mana, Sandbox, etc. On pouvait venir chercher de la performance. Par contre, il ne faut pas être greedy et prendre des profits sur ce genre de crypto-là, sur les renders et sur tout ce qu'il y a là. Donc, c'est une stratégie. C'est une stratégie, aller chercher les hypes et avoir des stratégies de sortie. Je trouve que personne n'en a, en fait. Aujourd'hui, tout le monde rentre dans les cryptos, mais personne ne sait quand il va sortir. Moi, je bosse, ça m'arrive de bosser avec des caméramans, des régisseurs et tout. Ouais, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Et toutes les semaines, je lui dis, ouais, ça a bien performé, tu sors. Non, non, je ne sors pas, ça va continuer, ça va continuer. Et au final, les mecs, ils prennent jamais de profit. Donc, moi, j'ai fait l'erreur en 2017. J'aurais pu sortir beaucoup plus en 2021 et je me suis pris un peu le bear market aussi. Donc là, cette année, dès que je rentre dans une crypto, je sais à quel moment je sors. Et je pense que tout le monde devrait le faire. Et oui, mais je suis sorti, ça continue à performer, mais c'est pas grave. Tu as lock de l'argent et c'est ça le plus important, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'avoir une stratégie, et je le dis pas mal dans pas mal de vidéos, avoir une stratégie, pour moi, assez complète, entrée-sortie, c'est la base. Et justement, ce côté prendre des profits, c'est vrai que j'étais plutôt pas mal sorti en 2021, mais je me suis dit que j'avais quand même pas pris assez de profits et j'avais gardé certains bags un peu moonbag, mais qui au final se sont totalement écrasés, même si je suis resté pas mal en gain. Et même là, je m'étais dit dans ma stratégie, quand on atteint la TH, je revends une grosse partie. Donc sur certaines cryptos, je m'en suis bien sorti. Sur du injective, j'ai réussi à vendre entre x10 et x20, mais sur d'autres comme par exemple justement Render et Akash, je me suis dit, je me suis laissé un peu prendre par la hype et j'ai pris peut-être 10-15% de profit sur des x10. Et là, c'est vrai que la plupart des gains ont été effacés. Donc vraiment prendre des profits, je pense que c'est hyper important. Ouais, bah ça, je m'étais fait tacler sur ça d'ailleurs. Je pense que le Bitcoin devait être à 30 000, un truc comme ça. Il avait retracé 50% de son Fibonacci. Moi, c'est ce que je dis aux gens, prenez un Fibonacci entre le début de 2021 et le rebond, enfin la fin du bear market, si on considère que c'était le bottom, et sortez avec un Fibonacci. Donc moi, ne serait-ce qu'à 50% du Fibonacci, je commençais déjà à revendre mes Bitcoins et quelques bagues, et les gens me disaient, ouais, t'es pas un believer, ça revend à 30 000, machin tout. Je dis, ouais, les gars, moi, je prends de l'argent. Hein. L'USDT, ça sert aussi, hein, si vous voulez re-rentrer plus tard ou si vous avez des hypes qui sortent de nulle part ou même moi, je dois l'investir dans des boîtes. Donc, moi, je commence à sortir, mais même encore plus early que ce que je pensais, quoi. Donc, j'ai déjà sorti pas mal, ouais. Et la TH, j'ai sorti pas mal aussi, ouais. Ok. Et du coup, une question simple, toi, tu es plus Ethereum, Bitcoin ou aucun des deux? C'est vrai que moi, j'ai tendance à me dire que Bitcoin, il est bon, mais là, je trouve qu'il a quand même déjà pris pas mal de dominance, qu'il a pas mal performé. Donc, je pense en termes de risque-rendement, moi, je suis plus Ethereum. Bon, pour l'instant, les charts et la performance me donnent tort, mais voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus. Dans quel aspect, du coup, si j'aime bien le projet ou sur de l'investissement? Moi, lequel tu préfères est plus d'un point de vue investissement, forcément. Bah, je pense que c'est ETH. Hein. En fait, Bitcoin, on ne peut pas en faire grand-chose, malheureusement, d'un point de vue dev. ETH est beaucoup plus scalable et beaucoup plus amené à recevoir des applications, des dApps du monde réel. Donc, d'un point de vue projet, je préfère quand même Ethereum. Et d'un point de vue investissement, évidemment, il y aura beaucoup plus de potentiel d'upside sur un Ethereum. Je pense que c'est des projets qui mourront jamais, voilà, que ce soit Bitcoin ou Ethereum. Donc,
En fait, je vois pas un monde où ces deux n'existent plus. Donc, si vous voulez faire plus d'upside, c'est sûr que Ethereum, ce serait beaucoup plus intéressant financièrement, quoi. Ok, ouais, moi je pense que de toute manière, Ethereum et Lix, c'est mes deux gros paris où je pense que le risque-rendement est le meilleur. Et surtout en termes d'investisseurs, si tu attends vraiment, enfin, et d'essayer de te rapprocher du pic de hype parce qu'on peut jamais vendre le top, je pense que c'est deux bons bêtes pour au moins avoir un solide fonds portefeuille. Et après, on peut faire des petites folies avec des 1 ou 2%, mais voilà, après, c'est ma stratégie. Ouais, je suis d'accord. Link très solide. Ok, maintenant une petite question pour toi. Bon, tu y as déjà un petit peu répondu dans celle d'avant, mais quelles ont été tes pires erreurs et tes meilleures réussites? Je pense que c'est intéressant, même si la plupart des nouveaux ne l'écoutent pas, de prendre justement, moi ça a été un de mes points forts, ça a été justement d'écouter les conseils des influenceurs que je suivais. Quand ils ont dit il faut prendre des profils et faire une stratégie, je m'étais dit ok, je prends ma petite feuille, bon, j'y connais rien, mais j'essaie de mettre on va me dire à x2 ou à x3 en fonction de la market cap, je sors. Et c'est vrai que c'est ce qui m'avait pas mal sauvé. Donc pour toi, quelles ont été tes pires erreurs et tes meilleures réussites? Parce que justement, je trouve que prendre l'expérience des autres personnes, ça permet de gagner pas mal d'années. Ouais. Je pense que une de mes pires erreurs, ça a été chasser le x10, le x100. C'est marrant, ça apprend beaucoup sur la crypto, ça vous apprend à vous servir d'un wallet, d'aller traîner sur les DApp à droite à gauche. Donc, il faut quand même le faire. Il faut se garder un petit peu de capital pour aller chercher des trucs fous. Des fois, moi, je me rappelle en 2021, je crois que c'était les forks OHM. Je sais pas si tu te rappelles de ça, des projets où tu avais 1 milliard de pourcents d'APY et ça durait 2 semaines. Tout le monde allait, c'était sur Avax. Tout le monde allait sur Avax et ça m'a appris à utiliser Avax, à savoir qu'il y avait 2 blockchains et à faire une erreur parce qu'il y a la C-chain et la A-chain, je crois, ou B-chain, je sais plus. Donc en fait, d'aller faire de la shitcoinerie, de la dégène, ça apprend beaucoup sur la blockchain. Ça apprend à servir des outils, ça apprend à connaître un peu tous les sites obscurs, les deck screeners, les trucs comme ça. Donc, c'est une erreur, mais dans un sens, il faut quand même la faire. Donc, la grosse erreur, c'est de ne pas mettre 100% de son capital ou de croire que ça va fonctionner. Mais en tout cas, garder un petit bag ou en tout cas une petite somme de votre portfolio pour aller jouer et faire de la dégénérie. Ça fait partie de l'écosystème et je pense qu'il faut le faire. Et après, mes meilleures réussites, je pense que ça a été sur le trading, hein. Parce que malgré qu'il y ait beaucoup de rendement sur le marché crypto de manière classique, c'est-à-dire en investissement, et je fais du DCA et je laisse tourner, je pense qu'il y a quand même beaucoup de profits à venir chercher en faisant du trading. C'est un marché qui n'est pas si difficile que ça. Les gens pensent que c'est un marché qui est compliqué. Pour avoir tradé le Forex, les actions, les indices, je trouve pas. Je trouve que la crypto est beaucoup plus facile à trader et je pense que ça s'explique par le côté non institutionnel. Aujourd'hui, il commence à y avoir des BlackRock, etc. Mais les mecs, ils sont pas là pour trader, ils sont là pour juste faire broker. Mais en tout cas, là, en tout cas sur Bitcoin, on n'est plus à se battre comme en 2017 où c'était toi contre moi et c'était moi contre d'autres retail. Là, ça commence à s'institutionnaliser, donc potentiellement à se faire manipuler aussi parce qu'il y a des gens qui ont des gros intérêts derrière. Mais tout ce qui est Solana, Link, n'importe quel crypto du top 50 reste encore plus facile à trader selon moi que ce qui est du Forex. Donc, une de mes plus grosses réussites, c'est d'avoir pris le temps d'apprendre le trading. Ça prend beaucoup de temps. Moi, je crois que j'ai mis plus de 3 ans avant d'être rentable et avant de comprendre qu'il n'y avait pas de recette miracle et qu'il fallait se discipliner et qu'il fallait être… comment on pourrait dire être… pas greedy, voilà. Enfin, je sais pas comment dire, comment on pourrait dire l'inverse de greedy, d'être assez safe. Donc, plus grosse erreur, aller dans les meme coins de la dégénérie trop fort. Il faut le faire, mais pas trop fort. Et belle réussite, c'est d'avoir appris le trading. Ouais. Ok. Dans la même idée, quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné? Alors là, ça peut être d'un point de vue crypto, ça peut être d'un point de vue professionnel ou même je sais pas, un conseil qu'on t'ait donné dans ta vie. Quel est le conseil qui t'a permis de mieux réussir et qui est le meilleur selon toi? Je pense que le meilleur conseil, c'est que tout simplement, les choses prennent du temps. Et il faut savoir, une fois que tu as intégré ça, en fait, ça va te débloquer beaucoup de compétences. C'est-à-dire que ne serait-ce que, par exemple, sur les réseaux, tu dis, ah ouais, mais c'est bon, ça sert à rien. Enfin, j'ai fait une vidéo, elle a fait 100 vues, j'ai fait une vidéo, elle a fait 200 vues.
Ouais, mais si tu te lances, aujourd'hui, moi, ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux, ben, je me dis, putain, toutes les vidéos que j'ai sorties, alors peut-être au début, il y en a qui ont fait 100 vues, 200 vues, 300 vues, mais au final, ça fait beaucoup de vues, ça fait un gros paquet de vues. Et pareil pour les followers, au bout d'un moment, ça fait un bon paquet de vues et de followers. Bah, sur la crypto, c'est pareil. Ah ouais, qu'est-ce que ça sert de mettre 50 euros? Qu'est-ce que ça sert de mettre 100 euros? Ouais, mais si tu mets 50 euros, tu regarderas dans 5 ans, tu regarderas cette vidéo dans 5 ans et tu as dit, ah ouais, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à mettre 50 euros. Bah, aujourd'hui, ça fait un gros paquet d'argent. Je pense que c'est pareil dans tous les domaines. Le trading, c'est pareil. Ah ouais, j'ai passé 2 mois à trader, j'y arrive pas. Ouais, mais aujourd'hui, ça fait 3 ans que tu trades. Bah, tu as beaucoup plus de performance. Donc, en fait, les choses ne se font pas overnight et il faut être prêt à dire, OK, là, ça va me prendre 3 ans, que ce soit dans l'investissement, dans vos projets, dans le milieu professionnel. Ça va me prendre 3 ans, ça va me prendre 5 ans et j'accepte aujourd'hui que ça va prendre tout ce temps-là. Et s'il n'y a pas de retour sur investissement overnight ou la semaine prochaine, bah, c'est tout à fait normal. Donc, je pense que c'est le meilleur conseil pour les gens. En tout cas, c'est celui qui m'a aidé le plus. Donc, non, très bon conseil. Je sais que les deux premières personnes avaient dit prendre ses profits. Je pense que ça, ça concernait plus l'investissement, mais je le comprends bien. Et l'autre personne, c'était comprendre ce que l'on fait, ce qui me paraît aussi assez logique quand tu essayes de faire quelque chose, surtout quand tu mets ton argent, essayer un minimum de comprendre dans quoi tu vas. C'est vrai que ça peut servir. Donc là, on va arriver sur la dernière question que j'ai pour toi. Donc, c'est qui aimerais-tu voir sur la chaîne et pourquoi ce choix? Alors, qui est-ce que j'aimerais voir sur la chaîne? T'avais posé ça à Artem? J'ai posé ça à Artem qui m'avait donné une personne et j'ai posé ça à Cam aussi qui m'a donné aussi un nom. Il m'avait dit Sam du journal du coin. Ok. Bah tiens, je vais dire Jérém, parce que j'ai passé une belle émission avec lui il y a pas longtemps. Alors, je sais pas si tu connais sur Twitter, c'est GRM. Non, je Il connais pas a, du tout. il fait des spaces. Donc, je crois que c'est tous les jours, hein. Il fait des spaces. Donc là, il est en vacances, mais il fait des spaces Twitter où il reçoit des gens et il fait des interviews avec eux, etc. Et en fait, il en fait tellement, et à chaque fois, il prépare tellement les sujets qu'il a énormément de connaissances. Et quand il était venu dans l'émission, bah, on pouvait parler de n'importe quel sujet. Ah, mais ça, j'en ai parlé avec un spécialiste, donc je sais te répondre. Ça, j'en ai parlé avec le président de tel exchange, donc je sais te répondre. Et donc, je trouve qu'il est pertinent sur beaucoup de trucs. Donc, il s'appelle Jérémy Cohen et c'est GRM sur Twitter. Et je pense que tu seras bien surpris et des connaissances et des plus-values qu'il peut ramener pendant les interviews. Ok, bah super intéressant. Du coup, je vais essayer de le contacter et ce sera avec plaisir de l'avoir sur la chaîne. Voilà. Ouais, du coup, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Moi, j'ai posé toutes les questions que j'avais à poser. Je trouve que tu as apporté beaucoup de valeur, mais je voulais savoir si tu avais quelque chose que tu voulais ajouter ou pas. Allez regarder Blocks. Ouais, c'est le truc que j'essaie de mettre le plus en avant en ce moment. Allez regarder Blocks TV le vendredi soir. Je te remercie de m'avoir invité dans l'émission. Non, je crois pas que j'ai plus de trucs à rajouter hein, pour le coup. Ok, bah, merci à toi aussi. C'était vraiment une interview très sympa. Et c'est vrai que je pense que j'ai bien fait de me lancer dans ce type de format. Parce que c'est vrai que je rencontre des personnes différentes qui apportent beaucoup de valeur, qui te permettent de voir les choses aussi de manière différente. Donc, je pense que ça me permet d'être aussi une meilleure personne, un meilleur investisseur. Et c'est assez cool en plus. Je trouve que c'est assez sympa de parler pendant 1 heure avec des personnes qui ont un peu la même passion que toi, qui aiment bien l'écosystème. Donc, vraiment très intéressant. Ouais, c'est clair. Bah, si je peux rajouter, du coup, j'encourage souvent les gens à aller dans les événements. Parce que du coup, bah, c'est un peu comme on vient de faire. On vient de se parler pendant 1 heure sur Zoom, mais c'est aussi intéressant d'aller le voir en vrai, tu vois, d'aller parler aux gens dans la vraie vie. Même si la blockchain, c'est très digital, on arrive quand même à avoir des belles discussions et à découvrir des choses pendant les événements. Donc, des fois, il faut se déplacer, des fois, ça coûte un peu cher ou quoi que ce soit, mais il y en a partout, à tous les prix. Donc, je pense que ça vaut le coup une fois d'y aller. Et moi, j'y suis allé plusieurs fois et à chaque fois, je me dis, putain, c'est trop bien. Pour moi, je considère que c'est mes vacances. Hein. Limite, je passe une semaine avec des gens à parler que de crypto tous les jours. Bah, je kiffe, quoi. Donc, si les gens sont amoureux de ce domaine-là et veulent apprendre, je pense que c'est une bonne idée de se déplacer dans les événements aussi. On arrive sur la fin de cette interview, donc déjà n'hésitez pas à liker,
à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, je trouve que cette interview a apporté beaucoup de valeur et permet de donner de l'alpha et surtout de présenter les informations et les connaissances crypto d'une autre manière, de voir comment une personne qui est dans l'écosystème depuis plusieurs années appréhende les différentes choses et les différents éléments. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Dites-moi aussi en commentaire s'il y a quelqu'un que vous aimeriez voir sur la chaîne et n'hésitez pas à taguer cette personne dans les commentaires. Peut-être que si elle se voit taguer, je pourrais rentrer plus facilement en communication avec elle. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.